Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique. 2 fois cette semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes des RH qui me disaient la même chose, je suis frustré. Une fois, c'était je suis frustré par telle situation, et une autre fois, c'était je suis frustré par les comportements de cette personne. Dans les deux cas, de manière un peu clin d'œil, j'ai dit à la personne en question, mais écoute, c'est bizarre, il me semble que c'est pas que tu es frustré, c'est que tu te frustres, tu te bloques par rapport à ce qui est en train de se passer. Et dans les deux cas, la personne m'a regardé en me disant « Mais non, pas du tout, c'est pas moi qui me frustre, c'est la situation ou c'est ce comportement, ce manager qui me frustre. » Je dis « Bah oui, mais enfin, il y aurait plein d'autres réactions possibles de ta part. Tu pourrais y être indifférente, tu pourrais te sentir triste parce que tu n'es plus en lien avec cette personne, tu pourrais te moquer, tu pourrais faire de l'humour, soit de l'humour positif, soit de l'humour ironique. Bref, tu as une vaste palette de comportements à ta disposition. Pourquoi est-ce que tu choisis de te sentir frustré ? Et dans les deux cas, la personne en face m'a répondu « Mais enfin, c'est quand même normal de se sentir en colère dans ce genre de situation, non ?» Donc en fait, derrière la frustration se cachait une vraie colère. Dans cette nouvelle chronique, je vais vous montrer comment le fait de rester en surface des émotions, dans les sentiments parasites, au lieu de contacter avec les émotions authentiques qui sont cachées derrière, eh bien comment cela peut se révéler être un piège qui nous coince, dans lequel nous nous coinçons, et dans lequel, ce qui fait qu'à la fin, nous restons dans des situations négatives et tout à fait toxiques pour nous. Suivez-moi bien, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai fait attention à vous mettre un maximum d'exemples les plus concrets possibles pour que vous puissiez faire le lien avec vos situations au quotidien. Et puis, si votre curiosité est éveillée par cette vidéo, si vous vous dites « Bah oui, il serait peut-être temps que je me nettoie un tout petit peu le tableau de bord en ce qui concerne les émotions, que je sois plus clair sur le mode d'emploi des émotions », bien alors je vous invite à vous inscrire à mon prochain webinaire, à mon prochain atelier, sur les 3 secrets pour faire de vos émotions une force irrésistible dans votre quotidien de RH. Le lien est apparu sur l'écran, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Il y a quelques années, j'ai eu à vivre un moment qui était très désagréable pour un formateur dans un atelier au sein d'une grande banque, un atelier officiellement sur la communication efficace. Et à un moment dans cet atelier, une personne est partie dans une crise de larmes. Comment ça s'est produit ? Je vous assure que je n'y étais pas pour grand-chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, à un moment, de manière assez calme à ce moment-là, me dit « Mais comment fait-on, Aurélien, quand on est face à des comportements de harcèlement ?» Je lui dis « Je ne sais pas de qui tu parles, qui est ce « on ?» Et elle me dit « En fait, c'est de moi que je parle et de mon équipe, notre N+1, donc N+2 pour les personnes qui sont dans mon équipe, mon N+1 a des comportements tout à fait excessivement critiques à l'égard de ce que je fais, à l'égard de ce que fait mon équipe. Il est très rabaissant, très dénigrant. » Je lui dis « Ok, et donc, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça ? C'est quoi les options ? À quoi tu as pensé déjà ?» Et elle me dit « Justement, je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire. Je me sens complètement impuissante. » Et elle commence à pleurer. Les autres personnes dans le groupe la regardent en étant quelque part entre gêné, compatissant. Il y a même une autre personne qui visiblement la connaissait bien, qui à son tour commence à montrer des signes d'une émotion forte. Et je lui dis, mais écoute, il semble, j'ai l'impression que tu as l'air triste, c'est bien ça ? Et elle me répond, un peu étonnée, presque un tout petit peu choquée, bah oui, bien sûr, je suis triste. Je dis, ah, ok. Elle me dit, mais c'est normal, non ? Je dis, bah écoute, je sais pas, peut-être pour toi c'est normal. Moi, dans la même situation, c'est sûr qu'avec ce que tu décris, des comportements tout à fait inadmissibles de ton N+1, moi, il y a des chances que je serais plutôt en colère. Elle me dit, bah oui, mais bon, enfin, oui, bien sûr, je suis aussi un peu en colère, évidemment. Je dis, bah écoute, c'est intéressant que tu te rendes compte qu'il y a aussi de la colère en ce moment, parce que la tristesse, c'est une émotion qui nous sert à abandonner ce qui est définitivement perdu. Donc par exemple, tu pourrais ressentir la tristesse si tu te dis je vais quitter cette entreprise, je vais quitter mon équipe. En revanche, si tu ressens de la colère, c'est une émotion, une énergie qui est faite pour régler un problème dans le présent. Donc
dans ce que tu décris, qu'est-ce qui te semble le plus utile comme émotion? Et là, évidemment, la personne me dit, bah oui, en fait, c'est plutôt la colère. Mais pendant tout le temps où j'étais en train de faire cet échange avec cette personne, toutes les autres personnes du groupe me regardaient avec un air très étonné et en se demandant bien où je voulais venir, parce que évidemment, elle avait quand même l'air très triste. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, cette personne m'a dit, tu sais, bah, avec notre discussion, j'ai complètement changé de perspective sur la situation et je me sens plus forte. En fait, cette personne avait été coincée, s'était coincée dans ce qu'on appelle justement un sentiment parasite, en l'espèce la tristesse, qui cachait l'émotion authentique, qui était donc la colère. Je rencontre souvent dans mon métier des personnes qui, lorsque je leur parle d'une émotion, la colère, mais aussi la joie, ou la tristesse, ou la peur, me disent à chaque fois, enfin, peuvent me réagir en me disant « Ouh là là, mais non, c'est bien trop fort comme mot ». Que ce soit avec la colère, avec la tristesse, avec la peur ou avec la joie. En fait, nous avons parfois pris l'habitude, depuis notre enfance, de nous détacher, de nous couper de telle ou telle émotion, parce que lorsque nous étions petits, nous avions reçu le message que telle ou telle émotion, dans telle famille, dans tel cercle, ou en fonction de notre sexe, n'était pas autorisée. C'est l'exemple de beaucoup de petites filles qui, lorsqu'elles sont en colère, reçoivent le message « Mais tu as vu comme tu es laide quand tu es en colère », alors que quand elles pleurent, reçoivent des câlins et des gestes de consolation. Pas étonnant que lorsque ces petites filles deviennent adultes, elles continuent à manifester de la tristesse lorsqu'elles sont en colère. Inversement, beaucoup de petits garçons, j'en fais partie, ont reçu lorsqu'ils étaient petits le message que être triste ou avoir peur, c'était pas fait pour les garçons et que c'était lamentable quand on était un garçon d'être triste ou d'avoir peur. Alors que lorsqu'ils partaient dans des rages pas possibles et qu'ils cassaient des choses, ils recevaient le message « Ah, ça c'est bien mon petit homme ». Résultat des courses, ça fait des adultes qui se coincent dans des rages pas possibles, totalement disproportionnées, alors que parfois ils sont tristes ou qu'ils ont peur. Vanita English, l'un des piliers de l'analyse transactionnelle, a fait pour la première fois la distinction entre les sentiments parasites et les émotions authentiques. Dans les émotions authentiques, pour faire simple, pour vraiment nous simplifier la life, il y en a 4, la peur, la joie, la colère et la tristesse. Très souvent, les autres émotions invoquées par les personnes sont en fait des sentiments parasites. Par exemple, des choses comme l'embarras, la jalousie, la culpabilité, la frustration dont nous avons déjà parlé, ou bien je me sens perturbé, je me sens impuissant. Tout ça, ce sont en fait des sentiments parasites. Là où ça devient encore plus compliqué, ou encore plus sioux, c'est quand on a des émotions de la liste des 4 dont je vous parlais, mais que une de ces émotions apparentes est en fait un sentiment parasite qui cache une autre émotion authentique. Donc une peur qui cache de la colère, ou une colère qui cache de la tristesse. Pourquoi c'est essentiel de revenir aux sentiments authentiques? Parce que une émotion authentique, ça permet de résoudre un problème. La peur, c'est une émotion qui nous permet de résoudre un danger à venir. La peur, c'est tourner vers le futur. On parle bien d'un danger réel, concret, qui peut se produire dans un avenir proche. Ça n'a pas de rapport avec les angoisses. La colère, c'est une émotion qui nous permet de résoudre un problème dans le présent. C'est ici et maintenant, quelque chose rentre de mes frontières et fait quelque chose qui n'est pas acceptable pour moi. C'est une énergie qui me permet de remettre des frontières et de les faire respecter. La tristesse, c'est une émotion qui, elle, est dirigée vers le passé. C'est une émotion qui nous permet de tourner la page, de fermer la porte de quelque chose que nous avons perdu. Personne, objet, espoir, etc. En passant par l'étape de la consolation. Ça n'a pas de rapport avec la déprime ou la dépression. Et enfin, la joie, c'est l'émotion qui nous indique, là aussi dans le présent, que nous sommes dans quelque chose qui est bon pour nous et qui nous invite à continuer à construire, à conduire notre vie dans cette direction. Les émotions parasites, les sentiments parasites, ce sont des sentiments qui nous aident simplement à rester coincés dans une situation, à rester coincés dans des situations similaires qui vont donc probablement se reproduire puisque c'est une boucle négative que nous entretenons nous-mêmes. Par exemple, si je dis « je suis frustré par la situation », dans la phrase même, et j'indique à mon cerveau que je me mets en situation passive. Je me coupe de toute possibilité de changement. Je suis frustré par la situation, comme si la situation avait du pouvoir chez moi.
Alors qu'au contraire, si je dis je suis en colère contre ça qui se passe ou contre ça que la personne a fait, eh bien tout de suite mon cerveau va enclencher sur et donc ce que je veux c'est, et je vais avoir l'énergie pour aller faire des demandes efficaces et puissantes. Autre exemple, une personne qui apparemment est en colère, mais contre quelque chose qui s'est produit il y a très longtemps. Vous savez, le fameux sentiment d'injustice. Et la personne reste coincée et trimballe ça dans une sorte de sac à dos mental qu'elle apporte dans toutes les situations de sa vie quotidienne. En fait, cette personne devrait, et c'est là où ça fait partie de mon boulot, de l'aider à contacter avec le fait qu'elle n'est pas en colère, elle est plus probablement triste. Et donc, revenir sur la tristesse, accepter sa tristesse et accepter le besoin de consolation qu'elle a à ce moment-là, c'est ce qui va l'aider à fermer cette boucle et à arrêter de rester coincé dans ce sentiment parasite d'injustice. Si on ne revient pas au sentiment authentique, qu'est-ce qui va se passer? Première chose, nous allons nous priver de la possibilité de sortir de manière positive d'une situation, d'obtenir ce qui est bon pour nous, de revenir à l'équilibre avec une estime de nous-mêmes élevée, augmentée, à nos propres yeux d'abord, et aux yeux des personnes qui nous entourent. La deuxième chose qui va se passer, c'est que nous allons accumuler ce qu'en analyse transactionnelle, on appelle des timbres. Les timbres, vous savez, c'est une image qu'avait utilisée Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, pour, comme les cartes de fidélité qu'on avait dans les supermarchés des années 60, 70, 80, où on allait, quand on avait fait des courses, on nous donnait des gommettes, et on collait des gommettes sur la carte de fidélité. Le jour où on avait rempli la carte de fidélité, on rendait la carte de fidélité, on obtenait un prix, une prime. Je me souviens très bien quand j'étais petit, j'allais avec ma grand-mère chez Félix Potin, disparu, paix à son âme. Et donc Félix Potin, je me souviens très bien, j'étais tout fier de donner la carte, on collait les gommettes, et puis le jour où la carte était pleine, j'étais encore plus fier de rendre la carte et de repartir fier comme un petit banc, comme disait ma grand-mère justement, avec le bocal Félix Potin. Et il y en avait une collection au sommet des placards de la cuisine. Et l'idée, Eric Berne a repris cette idée, qui est beaucoup moins joviale lorsque c'est dans la vie quotidienne, que chaque fois qu'on utilise un sentiment parasite, qu'on montre un sentiment parasite, qu'on réfléchit sur un sentiment parasite, au lieu d'aller vers l'émotion authentique, qu'est-ce qu'on fait? On colle une gommette sur la fameuse carte, jusqu'au jour où la carte est pleine, et là, on rend brutalement, de manière assez explosive, assez dramatique, la carte pour obtenir la prime. L'exemple léger que je pourrais vous donner, c'est la personne qui, tout au long de la journée, accumule des sentiments de frustration au boulot, et qui, lorsqu'elle rentre le soir chez elle, d'un coup explose et part dans une colère, fait des scandales à la maison en disant bien sûr, toi, tu ne sais pas ce que je vis. Et ça lui permet de faire une scène. Autre exemple, toujours avec le sentiment de frustration, et là j'ai beaucoup de personnes des RH qui m'en parlent, c'est les personnes qui continuent à mouliner le soir en s'endormant, ou même en se réveillant en pleine nuit, sur « je suis frustré, qu'est-ce que j'aurais dû faire, comment j'aurais pu faire, etc. » Donc revenant sur le passé, au lieu de mettre en mouvement pour aller sur régler la situation la prochaine fois qu'elle va se produire. Ça, c'est un exemple finalement assez léger, quoique se réveiller en pleine nuit, on se réveille fatigué le matin. Le deuxième exemple que je vais vous donner est un exemple un peu plus lourd, c'est des personnes qui accumulent des sentiments parasites d'épuisement, qui en parlent autour d'elles, qui disent « bah oui, que veux-tu, je suis fatigué, c'est compliqué en ce moment, c'est lourd ». Vous les voyez, ces personnes à la machine à café, peut-être vous en faites partie. J'en ai fait partie pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai pu enfin rendre ma carte de fidélité bien pleine et dire « bah donc voilà, je suis donc en burn-out ». C'était ça la prime cachée de cette accumulation de sentiments parasites d'épuisement. By the way, à propos, j'ai aussi dans cette catégorie-là toutes les personnes qui accumulent des sentiments d'imposture, vous savez, le fameux sentiment de syndrome de l'imposteur. En fait, c'est un sentiment parasite avec lequel nous nous pourrissons la vie de manière à obtenir des primes conformes à notre scénario. Enfin, des exemples beaucoup plus lourds et plus tragiques, des personnes qui accumulent des sentiments parasites de dépression, d'impuissance, et qui un jour, et c'est vraiment tragique, récupèrent la prime du suicide. En conclusion, lorsque vous avez l'impression d'être coincé dans des situations qui sont comparables, répétitives, récurrentes, très désagréables, avec des conséquences négatives, et que vous voyez que les émotions que vous ressentez, que vous manifestez, ne changent rien, si ce n'est qu'elles vous permettent d'accumuler justement des timbres.
Alors, dans ces cas-là, demandez-vous si toutes ces émotions parasites ne cacheraient pas derrière une des 4 émotions authentiques. Restons simples, la peur, la joie, la colère, la tristesse. Nous avons tous, en général, une ou plusieurs de ces émotions qui sont plus difficiles à vivre et à utiliser. Réfléchissons là-dessus. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous retrouve lors de mon prochain atelier. Encore une fois, le lien est dans la description. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, vérifiez si elles vous sont utiles dans votre utilisation, ou bien si elles vous sont inefficaces ou qu'elles ont des conséquences négatives pour vous. Parce que grâce à tout ça, vous allez récupérer de l'énergie, vous allez récupérer de la créativité et du bien-être, et vous allez récupérer de la puissance. Et vous connaissez mon obsession, si la RH est puissante, l'entreprise sera puissante. Très bonne semaine.